Juin 1940, la Grande-Bretagne est seule pour affronter la brutale agression. Les Allemands n'ont pas encore arrêté leur avancée éclair en Europe. Les Britanniques sont surpassés en nombre, mais ils ont une arme secrète mise au point pendant 4 ans. La bataille de l'Angleterre est l'histoire secrète suivante. Le maréchal Pétain, héros de Verdun, appelé à la barre aux heures les plus sombres de son pays, est devenu à 84 ans Premier ministre de France. Le cœur brisé, il plaide pour une paix séparée, demandant un armistice. Le 17 juin 1940, après la défaite de leur armée en seulement 3 semaines, les Français vaincus signèrent un armistice avec les Allemands et se retirèrent de la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne dut alors affronter une force militaire irrésistible qui avait conquis la majorité de l'Europe de l'Ouest en moins de 2 mois et qui se tenait prête à bondir à 35 km de l'autre côté de la Manche. La chute de la France balaya tous les projets de guerre des Anglais, qui furent alors confrontés à une situation qui, de sérieuse, était devenue catastrophique et désorganisée. En voulant endiguer un sentiment de panique nationale, le nouveau Premier ministre rassembla le peuple britannique pour résister fermement au fléau du fascisme. Parvenant à peine à faire s'échapper de France ce qui restait de sa propre armée battue, la Grande-Bretagne se tourna alors vers la Royal Air Force et plus particulièrement vers sa nouvelle composante, l'aviation de chasse, pour contenir les Allemands et s'épargner le même sort que la France et la Pologne, la Belgique et la Hollande. À ce stade crucial, la Wehrmacht elle-même n'était pas préparée à traverser la Manche. Imperturbable, le ministre de l'Air et chef des forces aériennes Hermann Göring ordonna à la Luftwaffe de soumettre les Anglais, de les briser avec ses bombes, mais sans l'aide de l'armée ou la marine. Les forces aériennes allemandes n'étaient pas prêtes pour ce concept révolutionnaire. Mais les Anglais, grâce au commandement visionnaire de la chasse, s'étaient par contre désespérément préparés à cet événement. L'origine de la rivalité entre bombardiers et avions de chasse remontait à l'utilisation d'armes aériennes pendant la Première Guerre mondiale. L'imagination des stratèges militaires des deux côtés de l'Atlantique s'était enflammée pour ces machines. Au milieu des années 20, les partisans de l'aviation européenne et nord-américaine avaient accordé aux bombardiers un rôle prédominant dans les techniques de guerre modernes. L'aviation fut considérée comme détenteur d'un potentiel illimité de développement d'armes nouvelles qui rendraient obsolètes les armées traditionnelles. Depuis la Première Guerre mondiale, de nombreux politiciens et états-majors considéraient que rien ne pourrait surpasser le bombardier tout-puissant. Nombre d'entre eux suivirent les théories du général italien Douai, qui affirmait qu'une guerre pouvait se terminer en quelques jours grâce à un bombardement intensif.
Un des porte-paroles les plus notoires de Douai était le général américain Billy Mitchell, qui avait volé pendant la guerre et faisait sans cesse pression pour augmenter le soutien à l'aviation, plaidant même pour un service aérien séparé. Ces communiqués peu politiques et incendiaires à la presse lui valurent finalement de passer en cour martiale et d'être révoqué de l'armée, mais il ne renonça jamais à ses opinions sur la stratégie du bombardement. La puissance aérienne sera décisive dans la prochaine guerre. Chaque nation est maintenant organisée pour rendre son aviation opérationnelle dès le début d'un conflit. Les armées de terre et les Marines ne seront plus l'objet d'attaques aériennes. Elles viseront directement les centres vitaux. Notre avenir dans ce pays dépendra de son aviation. Les Allemands vaincus eurent sur ce même sujet une analyse plus objective des tactiques et stratégies. Le général Hans von Seeckt, numéro 1 de l'armée allemande de l'après-guerre, commandant en chef de la Reichswehr, rêvait d'une arme aérienne capable d'accomplir une grande variété de tâches, allant du bombardement intensif au soutien des troupes sur le terrain. Von Seeckt n'était pas pilote, mais il avait une compréhension presque intuitive du potentiel des avions. Son service en temps de guerre sur le front oriental l'avait confronté à des changements d'environnement tactique à l'opposé du système de tranchées qui avait dominé le front de l'Ouest. Il eut une influence durable sur la doctrine de la Luftwaffe. L'expérience voulait que, dans les guerres futures, la Luftwaffe se verrait attribuer la responsabilité essentielle de raccourcir une guerre pénalisante et épuisante en détruisant tout simplement les voies d'approvisionnement ennemies derrière le front. L'Allemagne s'était vue interdire d'avoir un service aérien. Von Seeckt mit sur pied une force aérienne clandestine pour entraîner des pilotes militaires et instaurer une collaboration entre aviation et infanterie. Des contacts secrets entre Russes et Allemands débutèrent en 1922. En échange de centres d'entraînement au vol au cœur de la vaste Russie, les Allemands leur procuraient leur savoir-faire. Bien que la majorité de son industrie ait été détruite ou démantelée, l'Allemagne continuait à construire des appareils grâce à des filiales à l'étranger. Des organisations dites d'aviation sportive et de planeurs favorisaient un état d'esprit axé vers les airs et fournissaient au programme d'entraînement de la Reichswehr un flot constant de candidats hautement motivés. Dans les années 20, l'aviation civile allemande prit de l'expansion et militarisa la compagnie aérienne Deutsche Lufthansa en lui attribuant du personnel appartenant précédemment au service aérien allemand. La Lufthansa passa sous la direction de Erhard Misch, ancien commandant d'escadron et officier d'état-major, de l'ombre des renseignements de la force aérienne à la technologie et à la navigation longue distance. La montée en puissance du national-socialisme mit fin aux activités clandestines de l'Allemagne. Un programme d'investissement d'État alimenta entre 1933 et 1936 un projet de réarmement. La vision d'Hitler d'un Reich résurgent et remilitarisé transforma chaque facette de la société allemande. Les Allemands établirent, sous le nez même des Européens victorieux, qui avaient exigé des concessions si pénalisantes et humiliantes, les fondations de la force de combat la plus efficace du monde.
Pendant qu'ils élaboraient leur doctrine opérationnelle de guerre aérienne, en Grande-Bretagne, le maréchal d'aviation Sir Hugh Trenchard imposait à la Royal Air Force une vision grandiose de bombardement stratégique. Sa foi en la guerre offensive tenait plus de la religion que de l'analyse objective. La RAF consacrait encore jusqu'au milieu des années 30 la plupart de ses ressources aux bombardiers. En raison de la réaction qui suivit la Première Guerre mondiale, à savoir la volonté de plus jamais envoyer de grandes armées sur le continent européen, l'effet dissuasif de la puissance aérienne en Grande-Bretagne fut implicitement reconnu. Cette opinion a été immortalisée par Stanley Baldwin, influent membre du Parlement. Baldwin, qui à cette époque était un éminent politicien, fut par la suite Premier ministre de Grande-Bretagne. En 1932, il déclara à la Chambre des communes que le bombardier serait toujours maintenu, et les gens le croyaient. Les bombardiers étaient si puissants et si rapides que les avions de chasse biplomb avaient du mal à les égaler. Il existait des bombardiers plus efficaces et qui pouvaient transporter des charges plus lourdes. Au début des années 30, leur capacité de chargement fut multipliée par 4. Ils étaient non seulement plus difficiles à arrêter, mais ils pouvaient, en raison des armes destructrices qu'ils transportaient, être beaucoup plus efficaces. Tandis que les bombardiers devenaient de plus en plus compétitifs en charge et en rayon d'action, les avions de chasse évoluaient aussi. Les courses très populaires du trophée Schneider encouragèrent le développement de la haute performance de monoplans à moteur unique. Entre 1929 et 1931, le dessinateur britannique R.J. Mitchell associa la carcasse de son Supermarine au moteur Rolls-Royce, créant ainsi un modèle de ce qui devait devenir le symbole de la bataille d'Angleterre, le Spitfire. Au regard de l'histoire de l'aviation de chasse des années 30 et 40, on constate un progrès constant des technologies. La technologie était très souvent là avant le besoin, ce qui, à mon avis, est un état de fait inhabituel. En 1936, la guerre civile éclata en Espagne, opposant le gouvernement socialiste et les rebelles fascistes. Quelques mois après le premier coup de feu, l'aviation allemande et les aviateurs de la Légion Condor prêtaient main forte au général Franco dans sa rébellion. Au cours des 3 années suivantes, l'Allemagne envoya des milliers de soi-disant volontaires en Espagne pour leur permettre d'acquérir l'expérience du combat. La péninsule ibérique devint le laboratoire de la doctrine aérienne allemande. De nouveaux types d'appareils, comme le bombardier Heinkel 111 et le Junker 87 Stuka, firent leurs débuts opérationnels dans les cieux clairs de la Méditerranée. La Légion Condor améliora ses techniques de bombardement en piqué et de bombardement horizontal. La vulnérabilité des populations civiles aux attaques aveugles fut démontrée, rappelant les sombres prophéties de Douhet et Mitchell. Le fin et puissant Messerschmitt 109 commença sa carrière au-dessus de l'Espagne. 3 ans plus tard, il combattait les Spitfire et Hurricanes de la RAF. Adolphe Galland, qui s'illustra plus tard en commandant des escadrons d'avions de chasse de la Luftwaffe, jugea le Me-109 supérieur aux I-16 Moscas de fabrication russe sur lesquels volaient les républicains espagnols. Mais il lui manquait quelques-uns des attributs des biplans à cockpit ouvert. Être pilote de chasse dans un cockpit fermé était impossible, parce que vous deviez sentir venir l'ennemi. Vous pouviez le sentir grâce à l'odeur du carburant. Suite à une pénurie d'appareils de chasse en Espagne, les Allemands improvisèrent une tactique qui eut par la suite un impact désastreux sur la RAF dans le ciel du sud-est de l'Angleterre. Elle était appelée « quatrième doigt ». Imaginez que vous avez un avion sur le bout de 4 doigts. Imaginez que ces 4 chasseurs sont à 140 mètres les uns des autres. Chaque pilote peut regarder autour, au-dessus et au-dessous de lui et surveiller ses camarades en les avertissant de l'approche d'un autre avion.
Dans l'action, ils formaient 2 paires, appelées rotas, dans laquelle vous aviez le chef d'escadrille et l'ailier. Le rôle du chef était de poursuivre l'ennemi, celui de l'ailier de protéger ses arrières. Entre-temps, en Grande-Bretagne, la RAF était en conflit. La force aérienne elle-même était en butte à de nombreuses luttes intestines. Les Britanniques devaient faire face à une réelle dichotomie entre d'une part le grand rayon d'action du bombardier et d'autre part le faible rayon de défense de l'avion de chasse. Cette démonstration est un exemple de guerre aérienne moderne. Un avion de chasse attaque un bombardier géant dont l'équipage s'éjecte pour avoir la vie sauve. En 1936, la RAF créa la chasse. L'homme choisi pour diriger cette nouvelle organisation croyait, contrairement à ses contemporains, que le bombardier pouvait et devait être arrêté. Le maréchal d'aviation Hugh Dowding était un homme dépourvu d'humour, mais il avait aussi un côté visionnaire. Dowding fut souvent décrit comme un vieux maniaque, pas vraiment un meneur. Il fut le premier technocrate de l'histoire. La plupart des gens ignoraient que Dowding avait appartenu, au début des années 30, au Conseil de la Royal Air Force, comme un des membres affectés au ravitaillement et au développement. Son département avait en fait élaboré les éléments qui conduisirent aux avions de combat, Spitfire et Hurricane. L'avion de chasse participa au développement de ce qui devait devenir le plus important secret de la Grande-Bretagne. En 1934, sous la pression intense de faire quelque chose au sujet de la menace qui pesait sur le bombardier, un comité présidé par Sir Henry Tizard contacta un ingénieur du laboratoire national de physique, Robert Watson-Watt. Le comité Tizard se renseigna en désespoir de cause sur le contenu des rapports concernant les rayons de la mort qui pouvaient détruire un avion. Les conjectures sur le rayon de la mort furent bientôt abandonnées, mais l'enquête eut pour résultat le développement secret du radar par le gouvernement britannique sous le nom de Radio Direction Finding, RDF. Que faut-il pour faire un radar? Il faut un émetteur à forte puissance, un récepteur extrêmement sensible, une antenne directionnelle et un tube à rayon cathodique. Au début des années 30, ces choses faisaient partie de la technologie courante et les gens s'amusaient avec. C'est ainsi qu'un radar fut inventé, indépendamment, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon, en Russie et en Allemagne. Chaque nation croyait être la seule à détenir le secret. La conciliation n'avait pas stoppé les vues expansionnistes d'Hitler. Après la crise de Munich en 1938, l'Allemagne était tenue à l'écart de l'Europe, comme un enfant turbulent dans une cour de récréation. Une fois de plus, le continent courait vers une guerre imminente. En Grande-Bretagne, l'aviation de chasse de la RAF et la communauté scientifique s'activaient pour protéger, selon les mots de Dowding, la base de la nation de la destruction à venir. Le 10 mai 1940, les Allemands engagèrent 4000 avions dans l'invasion de la France et des plats pays. Les forces aériennes belges et hollandaises furent éliminées en l'espace de quelques heures. Des centaines d'avions français furent immobilisés au sol. La RAF fut alors impliquée. En 1940, la RAF envoya une force composite pour soutenir nos forces terrestres et celles de la France sur le front occidental. Nous avions espéré que l'aviation française aurait été capable de se défendre, mais elle était désespérément obsolète. Et je crains de devoir dire que les Français ne se battaient pas très bien. Aussi, le plus gros du combat reposait-il sur la RAF. Les pilotes britanniques combattirent bravement, mais furent submergés par la supériorité numérique et la tactique.
En l'espace de 5 jours d'assaut, la RAF perdait 200 appareils sans entraver l'avance allemande. Il n'y avait pas d'intégration réelle entre la force aérienne britannique, la RAF, qui fut envoyée en France, et sa contrepartie française. Il n'y avait d'ailleurs de toute façon pas réellement grand-chose à intégrer aux défenses aériennes pour contenir la Luftwaffe, même pour un temps très court. Pendant les combats déroutants et effrénés en France, les services secrets ont fourni quelques aperçus des objectifs ennemis. Peu de temps après le début de la campagne occidentale allemande, l'école gouvernementale du code et du chiffre à Bletchley Park pénétra avec succès les codes de la machine à chiffrer allemande Enigma et commença à lire les messages de la Luftwaffe. Le décryptage de ces signaux appelés ultra à l'intérieur de la communauté britannique révéla finalement qu'Hitler avait l'intention d'en finir avec la France avant de porter son attention de l'autre côté de la Manche. Si la menace d'invasion n'avait pas disparu, elle était du moins retardée. Les décryptages d'Enigma confirmèrent aussi la rapidité de l'effondrement français. L'information durcit le refus britannique d'envoyer d'autres avions. Les Français étaient presque battus et, selon l'adage britannique, il ne faut pas jeter le mauvais argent après le bon, les appareils restèrent dans le pays. Ils opérèrent dans le ciel français pendant l'évacuation de Dunkerque, mais restèrent basés en Angleterre. Une autre source de renseignement pendant la bataille de France fut le décryptage à partir du code en morse des bombardiers allemands et des transmissions vocales des avions de chasse diffusant sur la nouvelle radio VHF à très haute fréquence. Il y eut la création du service Y, terme générique attribué à de nombreuses interceptions de transmissions radio. On essayait de construire une image de ce qui se passait et on la transmettait à d'autres services de renseignement pour en créer une globale. Quand les escadrilles de combat de ME-109 et ME-110 partirent pour la France occupée, leurs transmissions VHF tombèrent dans le rayon d'écoute des postes du sud de la Grande-Bretagne. La RAF comprit qu'elle avait trop peu d'opérateurs parlant allemand et beaucoup d'hommes postés dans d'autres unités militaires. Elle recruta du personnel parmi les auxiliaires féminines de la force aérienne et les services féminins de la marine royale. Quand les Français se rendirent le 22 juin, la RAF avait perdu 1000 appareils. 435 pilotes avaient été tués ou portés disparus. Sur les 261 Hurricanes envoyés en France, seuls 66 revinrent. La vitesse et le caractère définitif de la victoire allemande avaient même surpris l'optimiste Hitler. Il s'attendait à ce que la Grande-Bretagne se rende compte, après l'effondrement du front ouest, de la futilité de poursuivre le combat. La résistance des Britanniques obstinés risquait d'interférer dans sa grande obsession, aller vers l'Est, en Russie. Depuis mai 1939, des projets avaient été conçus pour engager une guerre économique à long terme contre l'Angleterre, utilisant la Luftwaffe et la marine pour interrompre les voies de ravitaillement vitales. À la lumière de la rapidité de l'effondrement de la France, l'idée d'une campagne aussi brève contre l'Angleterre commença à séduire Hitler. Mais il persistait à espérer un règlement négocié. Fin juin 1944, comme de nombreuses autres personnes, il croyait que la guerre était virtuellement terminée. Mussolini le croyait, l'ambassadeur américain à Londres, Joseph Kennedy, le croyait, et beaucoup de gens pensaient pouvoir avoir des relations avec Hitler, ce qui semblait la chose sensée à faire. Hitler fit des propositions généreuses à la Grande-Bretagne. Il ne lui prendrait pas ses colonies, se croyant magnanime. Du fait, nous lui avions volé les siennes à la fin de la Première Guerre mondiale. Il pouvait se permettre de l'être. Il disait ne pas vouloir envahir la France ni la Grande-Bretagne. Il voulait, dans le cadre de sa politique d'espace vital, envahir la Russie. C'est selon lui ce qu'il cherchait.
Mais ils avaient besoin de temps. Aussi désastreuse qu'ait été la chute de la France pour les Britanniques, les Allemands n'en étaient pas sortis indemnes. Nous devons nous en souvenir. Bien que la bataille de France ait été perdue, la Luftwaffe avait subi de lourdes pertes, notamment en ce qui concernait les Messerschmitt M109 qu'elle n'était pas en mesure de remplacer. Ils avaient subi de grosses pertes dans cette bataille. Ils avaient dû reformer de nombreuses unités. Ils avaient dû se déplacer vers d'autres terrains d'aviation en France. Ils n'en avaient presque pas dans la région du Pas-de-Calais. Les Allemands devaient réorganiser leurs troupes de construction pour les réparer. L'horloge diplomatique continuait à tourner et l'état-major allemand commençait à planifier l'invasion de la Manche, balayant des plans vieux de 5 mois. En juin, des renseignements en provenance du service Y britannique confirmèrent ce que les reconnaissances aériennes avaient découvert, des préparatifs intenses d'envol depuis les terrains d'aviation du nord de la France. Les Allemands se préparaient pour une nouvelle offensive majeure, mais ce qu'on ne savait pas, c'était quand et comment. Le flot de matériel ultra avait diminué avec l'occupation de la France depuis que la plupart des communications allemandes se faisaient par téléphone terrestre. Mais en juillet, un décryptage révéla un ordre aux escadrilles de la Luftwaffe. Ne bombardez pas les ports de la Manche. C'était enfin la preuve qu'une invasion se préparait. Les Allemands auraient besoin de ces ports pour débarquer hommes et matériel. Le 16 juillet, Hitler ordonna à ses commandants de se préparer pour des opérations contre l'Angleterre. C'était l'opération Lion de mer. Six jours plus tard, le gouvernement britannique rejeta la dernière offre de paix du Führer. La probabilité de beau temps dans la Manche se réduisait, 3 mois au mieux, et la Russie l'attendait. De nombreuses personnes pensaient qu'Hitler avait tout prévu comme un horaire de chemin de fer, certainement pas la bataille d'Angleterre. La Luftwaffe devait détruire la RAF, plus particulièrement l'aviation de combat, puis suivrait l'opération Lion de mer, l'invasion du pays par les Allemands. Göring dit « Si mes gars font leur travail correctement, l'invasion ne sera pas nécessaire. » N'importe quel imbécile pouvait voir qu'Hitler avait gagné la guerre. Les Britanniques avaient besoin d'encouragement pour admettre ce point de vue. Les Allemands avaient battu la France, ils s'en étaient débarrassés. Ils étaient au sommet du monde, ils étaient les plus grands. Les équipages de la Luftwaffe confiants qui traversaient la Manche pour satisfaire à la promesse de Göring à Hitler de forcer l'Angleterre à solliciter la paix virent bientôt leur enthousiasme retomber. Le 16 juillet, veille du début de la campagne aérienne et jour même où Hitler avait ordonné les préparatifs de l'opération Lion de mer, le chef des services secrets de la Luftwaffe, le lieutenant Joseph Beppo Schmidt, émit un rapport sur les capacités de la RAF. Il était inexact. Une des choses bizarres de ce rapport est qu'il identifiait la plupart des éléments de force des Britanniques comme des faiblesses et la plupart de leurs faiblesses comme des points forts. Cela avait aussi quelque chose à voir avec le passé idéologique du haut commandement de la Luftwaffe.
qui était convaincu que sa force aérienne, associée à l'organisation du peuple, était supérieure aux démocraties occidentales. Le rapport de Schmidt stipulait que la production aérienne britannique pouvait facilement être anéantie, que la direction médiocre de la RAF était inefficace et que de nombreux commandants n'étaient pas des pilotes. En fait, la production des Spitfire et des Hurricanes avait augmenté pendant la bataille d'Angleterre et les commandants de la RAF étaient des pilotes confirmés. L'erreur la plus énorme de Schmidt fut cependant d'avoir omis de mentionner le système britannique de défense radar. Les Allemands savaient déjà avant la guerre que nous avions le radar, mais à l'intérieur de la Luftwaffe, il y avait quelque chose comme 8 départements secrets. Chaque partie des services de renseignement aimait garder ces informations pour elle-même. En 1939, les Allemands avaient espionné avec un zeppelin obsolète les Britanniques lors de leurs expérimentations sur le radar. Les projets britanniques furent qualifiés d'amateurs et les Allemands les pensèrent strictement expérimentaux. L'Allemagne avait élaboré un radar opérationnel bien plus tôt, mais en raison de son culte de l'offensive, n'employait la technologie que tardivement. Les secrets du système radar britannique échappèrent à la Luftwaffe pendant plus d'1 an, avec des résultats désastreux. Depuis son affectation en 1936 à l'aviation de chasse, le maréchal Dowding avait institué une chaîne de sites radars secrets qui pouvaient fournir l'élément temps essentiel, le temps de réagir à une menace. Cette chaîne était appelée chaîne maison. Dowding aurait voulu une centaine de kilomètres de plus pour son rayon d'action. S'il avait eu, il aurait pu mettre ses avions de chasse en position avant que les bombardiers n'atteignent Londres, Londres étant la cible principale. Dowding eut beaucoup plus. En fait, la chaîne pouvait détecter des appareils qui arrivaient jusqu'à 9000 mètres d'altitude et 160 km de distance et pouvait donner la vitesse, l'altitude approximative et le nombre d'appareils de la formation. Au début de la guerre, 20 des mâts de transmission et de réception faisaient déjà partie intégrante du paysage le long des côtes sud et est. Une autre chaîne était spécialement conçue pour détecter un appareil volant au-dessous de 1000 mètres. Les résidents ne connaissaient ces tours mystérieuses que sous le nom de stations expérimentales du ministère de l'Aviation, et ils étaient assez corrects pour ne pas en demander plus. Repérer l'arrivée des avions était seulement une partie du système de défense. La chasse avait besoin de connaître la position de ses propres appareils de manière à les diriger sur les intrus. Ils avaient un système selon lequel un avion dans chaque formation émettait un signal pendant 15 secondes chaque minute. Ce signal pouvait être triangulé au sol, ce qui fait que vous pouviez savoir où était la formation de chasseurs. Une fois qu'une formation avait atteint la côte britannique, un réseau d'observateurs au sol communiquait des informations plus précises et visuelles à la hiérarchie. Les lignes téléphoniques des observateurs au sol, les chaînes radar, le service Y, tout était canalisé au cœur du système, au prieuré de Bentley, quartier général de l'aviation de combat de la RAF, à l'extérieur de Londres. Le maréchal en chef Dowding orchestrait la défense aérienne de la Grande-Bretagne depuis ses installations à l'allure pacifique. Les informations étaient collectées dans un poste de commandement souterrain appelé centre de filtrage et analysées pour produire à tout moment un aperçu de la situation aérienne au-dessus de toute la Grande-Bretagne. Les renseignements étaient téléphonés à l'un des 4 groupes d'aviation de chasse, dans la zone de responsabilité desquels évoluaient les Allemands. Les salles d'opération comme celle-ci enregistraient par la suite l'itinéraire des intrus. De là,
les informations partaient vers des stations de secteur, puis aux escadrilles individuelles où un autre téléphone sonnait. Doding avait élaboré le premier système de défense aérienne intégré au monde. Il devait être juste assez bon pour sa sécurité. Il ne devait pas faire appel à la haute technologie. Les pilotes de chasse de la RAF ne savaient pas que les informations qu'ils recevaient provenaient du radar. Ça n'avait aucune importance. On leur demandait de transmettre une position, ils le faisaient. Toute mention au radar ou détail du système Dowding était interdite. Par contre, le public recevait des nouvelles rassurantes d'un autre système de défense tout aussi complexe. En 1940, les actualités louaient les vertus des patrouilles aériennes. La RAF, stimulée par l'invasion nazie, accroît ses patrouilles. Maintenant, la surveillance aérienne 24 heures sur 24. Ce concept était en fait peu rentable, vilipendé par l'aviation de chasse et rendu obsolète par le radar. Recréé en images mobiles et sonores, ce concept sophistiqué donnait l'impression de la chose réelle, mais ne faisait aucune différence avec le radar. Par contre, la technique rejetée de détection sonore permettait d'être averti à l'avance. En juillet 1940, quand la bataille fut engagée, les forces et les faiblesses des puissances opposées furent quelque peu équilibrées. La Luftwaffe avait presque 3000 appareils, dont 1000 avions de combat M109. La RAF, elle, avait 800 Hurricanes et Spitfire. Mais la Luftwaffe n'avait aucune stratégie aérienne contre la Grande-Bretagne. De plus, la RAF, contrairement aux précédents adversaires de la Luftwaffe, était une force aérienne moderne, défendant son propre territoire. L'aviation était engagée dans la bataille qu'elle préparait depuis 1936. Le système intégré de défense aérienne britannique était une merveille de technologie appliquée. Pour utiliser un terme moderne, c'était un multiplicateur de force. Il a engendré le command control moderne et a fourni une marge de sécurité pour défendre le pays. La bataille de Grande-Bretagne ne commença pas un jour particulier de juillet 1940 et ne se termina pas non plus de manière définitive en octobre. Elle a pourtant été vulgarisée et représentée sous un faux jour. L'ennemi ne fut pas vaincu. Il se retira pour combattre sur un autre front. La Grande-Bretagne resta toutefois une démocratie phare et la légende peu de gens naquit. Le combat commença par des expéditions de reconnaissance nocturnes et des attaques aériennes côtières pour faire sortir la chasse et tester son ardeur. À la mi-août, l'offensive de la Luftwaffe se déplaça vers les terrains d'aviation, les usines et les stations de radar du sud. Adlertag, le jour de l'aigle, fut le nom de code de ce qui fut le début d'une tempête écrasante qui s'abattit sur la RAF. Le 13 août, premier jour de l'offensive, Bletchley Park était déjà familiarisé avec le mot Adlertag. Ils ne savaient pas ce que le code Adlertag signifiait, mais les messages d'ultra interceptés y faisaient de nombreuses allusions. Ce n'est bien sûr qu'après que les Allemands aient débuté leur attaque à grande échelle sur la Grande-Bretagne qu'ils comprirent. Cela fut la preuve des limites de la valeur des renseignements d'ultra à cette époque.
Le grand avantage d'avoir Ultra pendant la bataille d'Angleterre fut que les Britanniques pouvaient obtenir des rapports plus précis concernant les forces et le déploiement des Allemands. Mais ils ne pouvaient, tactiquement, pas savoir où et quand les raids se produiraient. De la mi-août au 6 septembre, les combats les plus intenses s'engagèrent entre l'aviation de chasse et la Luftwaffe. La bataille d'Angleterre fut essentiellement un combat aérien. Ce fut une bataille entre deux types d'avions de chasse monoplace. Côté allemand, les Messerschmitt Me-109, côté anglais, les Spitfire et les Hurricane. Dans les années 30, ces trois types d'avions partageaient des caractéristiques similaires en tant que destructeurs de bombardiers. Ils n'étaient pas conçus pour harceler les avions de chasse ennemis dans le ciel. Ils devaient être très rapides pour manœuvrer de manière à pouvoir tirer sur les bombardiers ennemis. C'est ce pourquoi ils étaient faits. Juste avant la bataille d'Angleterre, fin mai 1940, les pilotes de Hurricanes et de Spitfire furent surpris de constater une soudaine augmentation de la puissance de leurs moteurs. Lors de la déclaration de guerre, le carburant de la Luftwaffe et de la RAF était à 87 degrés d'octane. Après un accord top secret avec les compagnies pétrolières américaines, le ministère de l'Aviation britannique avait acquis des réserves de carburant à 100 degrés d'octane, déjà utilisées par l'armée de l'air américaine depuis 1938. La performance accrue des avions britanniques resta un mystère pour les pilotes de chasse de la Luftwaffe jusqu'à fin août, moment où un Spitfire abattu fut soigneusement analysé. C'est là que le carburant à taux d'octane plus élevé fut découvert. Le moteur Merlin, aussi puissant fut-il, était désavantagé en raison de son carburateur conventionnel par rapport au moteur à injection Daimler des Me-109. Le Merlin avait tendance à caler en vol inversé, situation des plus embarrassantes en poursuite. Ce problème fut résolu par une femme mécanicien très remarquable pour son époque, une certaine Béatrice Schilling. Elle appartenait au Centre aéronautique royal de Farnborough et travaillait dans un des services chargés de régler ce problème. Et elle le régla. Elle inséra une petite pièce dans le carburateur pour lui éviter de caler et elle fit elle-même des essais pour en vérifier le bon fonctionnement dans un avion de la RAF. Les pilotes, avec leur humour caractéristique, baptisèrent cette pièce l'orifice de Miss Schilling. Bien que modifiés, les Spitfire et les Hurricanes souffrirent de la persistance des tactiques obsolètes de combat aérien. Radioguidés grâce à l'efficace système d'Ording, les pilotes de la RAF perdaient souvent l'avantage en raison des manœuvres développées en 1930 pour contrer la menace de bombardiers non escortés. La tactique britannique était basée sur l'idée que ce qui était perçu était le contraire de ce qui se produirait en réalité. Les pilotes de la RAF s'entraînaient à voler en Vic-3, c'est-à-dire un triangle composé du chef d'escadrille et de deux ailiers. Les ailiers passaient la majeure partie de leur temps à vérifier qu'ils ne heurtaient pas la queue de l'avion de leur chef et ne touchaient pas le bout des ailes de leur avion respectif. Aussi, ils avaient une vue intérieure alors qu'ils auraient dû surveiller ce qui se passait dans le ciel. Des tactiques plus souples, telles celles du quatrième doigt, furent quelquefois adoptées en fonction de l'initiative individuelle des chefs d'escadron et des commandants de groupe. De nouveaux pilotes entraient dans la RAF après à peine 20 heures de vol dans des Spitfire et des Hurricanes. Nombre d'entre eux furent tués lors de leur première sortie en opération. Mais le flot d'hommes et d'avions continua à un rythme suffisant pour combler les pertes. La RAF et la Luftwaffe avaient atteint un équilibre mortel.
Frustré par les pertes continuelles dues aux attaques sur des cibles militaires et civiles, le 7 septembre, Hermann Göring entama une campagne de terreur auprès de la population londonienne. Amère ironie de la guerre, ce châtiment soulagea en fait l'aviation de chasse de la défense de ces terrains et les attaques prévisibles des Allemands augmentèrent leur vulnérabilité. Les résultats opérationnels des combats aériens pendant la bataille furent constamment exagérés, soit pour une question de propagande, soit pour ajouter de la confusion au combat. Les deux services de renseignement surestimaient sérieusement le nombre d'appareils ennemis abattus. Les Allemands le multipliaient par 3 ou 4. Les Anglais ne se rendaient pas compte qu'un avion ennemi abattu était souvent revendiqué par plusieurs pilotes. Voici les chasseurs britanniques qui ont aidé à éliminer les raids des avions nazis au-dessus de Londres. Ceci est un rapport typique de l'RAF. Bonjour. Comment ça va? De retour? Oui, on en a une cinquantaine aujourd'hui. Quel genre? Environ 30 bombardiers et 20 escorteurs de chasse, je crois. Magnifique. Ça en fait quand même quelques-uns. C'est bien. Et vous en avez descendu? Bon, nous étions en détachement vraiment au-dessus des chasseurs. J'ai abattu un CER 110. Oh, excellent. J'ai vu 2 gars sauter à 2000. Oui. Et un de leurs parachutes, malheureusement ou heureusement, ne s'est pas ouvert. On est resté pas mal de temps au-dessus de Londres. La ville n'a pas beaucoup changé. Il y a encore beaucoup de ballons et je pense que les Boches vont passer un sale quart d'heure pour en venir à bout. Je pense qu'une tasse de thé est de rigueur. Pas vous? Je me souviens du grand jour de la bataille d'Angleterre. C'était le 15 septembre. On nous a dit que ce jour-là, 185 avions allemands avaient été abattus. Le nombre exact était d'environ 54. Les Allemands en firent autant. Ils avaient l'impression, ce 15 septembre, d'avoir balayé l'aviation de combat. Aussi, quand les appareils allemands arrivèrent et furent opposés à 200 ou 300 avions de chasse, ils ne pouvaient pas le croire. 2 jours plus tard, le 17 septembre, un décryptage ultra révéla des ordres de démantèlement des installations de transport en Hollande. L'opération Lion de mer était décommandée. Le beau temps était terminé, Hitler allait alors reporter son attention sur la Russie. L'échec de la tentative de suprématie aérienne sur la Grande-Bretagne et les lourdes pertes de septembre 1940 furent les premiers revers sérieux allemands de la Deuxième Guerre mondiale. À la lueur de la bataille d'Angleterre, la chasse s'est révélée la plus forte, mais a perdu 500 pilotes, tués ou portés disparus. Leurs jeunes visages restent à jamais gravés dans les mémoires. Jamais dans l'histoire des guerres, tant d'hommes n'ont dû autant à si peu d'hommes. Il a souvent été dit que la bataille d'Angleterre avait été gagnée avec une petite marge, mais en fait, à la fin, l'aviation de chasse était numériquement aussi forte en appareil et en pilote qu'au début. De plus, la Luftwaffe était encore puissante et l'assaut aérien sur la Grande-Bretagne n'était pas terminé. Londres s'apprêtait à endurer 9 mois de bombardements nocturnes. La guerre devait encore durer longtemps et les forces armées allemandes avaient encore un ressort supérieur à celui estimé. Le fait qu'Hitler ait réellement eu l'intention d'envahir la Grande-Bretagne, ou même qu'il ait eu les moyens physiques de le faire, continue d'être débattu par les historiens. Par contre, aucun doute ne subsiste quant à ce qui fut réellement accompli, aussi bien en termes physiques que psychologiques. L'inexorable montée en puissance du fascisme avait enfin été freinée. Pour la première fois depuis 1934, la machine de guerre allemande avait échoué. La volonté d'Hitler ne s'imposerait pas à l'Europe.
Ce fut une bataille à laquelle des milliers de personnes purent assister. Il y avait des centaines de Britanniques au sol, encourageant et voyant ce qui se passait au-dessus de leur tête et connaissant l'enjeu. Bientôt, le ciel britannique, autrefois défendu par les minuscules Spitfire et Hurricanes, se mit à battre au rythme des armadas se dirigeant vers l'est, vers la forteresse Europe.